Merci Régis, merci à la filière et merci à tous de me donner l'occasion de vous présenter une actualité riche, puisqu'effectivement, notre appel à projet pour la labellisation, il est tout frais, puisqu'il vient d'être signé par les deux ministères, parce que c'est coporté par le ministère de la Santé et par le ministère de la Recherche. Donc on a eu la signature, donc on a diffusé pour l'instant un peu officieusement l'appel à projet, parce qu'il faut quand même qu'il soit publié, mais voilà, il y aura le dossier qui sera à remplir, qui va vous arriver très très prochainement. Mais du coup, je vais essayer de vous présenter brièvement et surtout laisser la place aux échanges. C'est quand même le but de cette journée. Voilà, mais vous aurez les diapositives à votre disposition pour qu'il y ait une possibilité de les récupérer. Alors je ne sais pas si j'ai pris le bon, j'ai pas pris le bon, donc forcément c'est plus compliqué. Juste un petit rappel rapidement, parce qu'on est effectivement encore au PNMR3. PNMR3, on a l'assurance qui sera prolongée d'1 an, je le dis tout de suite, donc en 2023 il y aura toujours un PNMR3, le temps de l'évaluer et le temps de préparer, on l'espère, un futur 4e plan. Le but de ce 3e plan, je passe assez vite, mais c'était d'orienter via les centres, de coordonner, et les filières ont vraiment pris de l'ampleur, et je crois que la filière Marie en est un bel exemple. Et puis le partage de données, on pourra y revenir effectivement avec la constitution de la BNDMR qui a elle aussi pris de l'ampleur, et avec Bamara qui est de plus en plus utilisé et rempli. Donc voilà, c'était vraiment la base de la fondation de ce qu'on a appelé un peu la maison maladies rares. Ça vous connaissez aussi sans doute, mais c'est pour vous donner quand même le paysage national en France. Il y a 473 centres de référence et des centres de ressources et de compétences pour les 3 filières qui sont mucoviscidose, la maladie SLA et les maladies hémorragiques. Plus de 1800 centres de compétences, dont certains peut-être vont effectivement avec la relabellisation vouloir passé constitutif, 23 filières, et vous connaissez évidemment la vôtre, 24 réseaux européens de référence. On a une journée qui est la journée internationale des maladies rares, c'est le 28 février. On a eu un événement au ministère de la Santé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne sur ces sujets-là, et où on a rappelé l'importance des ERN, et vous en hébergez un, cher Régis, à Saint-Louis. Et puis plus de 220 associations de personnes malades sur lesquelles évidemment elles vont être associées, elles sont déjà associées à tous nos comités, et évidemment à la relabellisation. Ça, c'était juste pour vous montrer que le plan, il n'est pas que le ministère de la Santé, il est coordonné. Il y a 11 axes dans le PNMR3, et il est à la fois avec le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé et même les ministères de la Cohésion sociale. Là aussi, une vue très, très macro-économique, si je puis dire, sur le financement. Le plan, il a été revalorisé même dans la période des 5 ans, puisqu'il y a eu le Ségur de la Santé. Et le Ségur de la Santé a aussi permis de revaloriser le plan. Vous voyez que le plan est quasiment à 160 millions d'euros par an maintenant, depuis le Ségur. Et la majeure partie de ce financement, il vient au centre, 130 millions, vous voyez, et on le verse là. Là, les versements ont été faits dès la première circulaire budgétaire. C'est aussi le cas des filières qui reçoivent leur argent, en tout cas pour le budget de fonctionnement, dès le début d'année. Donc on délègue 93% de l'argent dès le début d'année pour que ça puisse être utilisé dans l'année budgétaire vraiment, et que ça puisse arriver au plus tôt dans les centres et dans les établissements concernés. Et vous voyez qu'il y a une autre enveloppe qui est plus soutien aux actions du plan et aux appels au projet. PNDS et ETP en faisaient partie. Et ça intervient plutôt au mois d'octobre et de décembre pour certains appels à projets. Donc vous voyez effectivement, les perspectives de la labellisation, c'était de rendre les parcours du diagnostic plus lisibles pour les personnes malades et leurs aidants, soutenir les parcours dans les maladies rares et en proximité et en lien avec les territoires. Et un 3e objectif, c'était d'être acteur pour la personne malade et même pour les aidants de leur parcours de soins, de vie et de recherche. Et ça, c'est des enjeux qualitatifs, et c'est des enjeux qu'on aimerait évaluer. Anne-Sophie dit souvent qu'elle fait un rêve, elle l'a dit à l'Alliance Maladies Rares, qu'elle aimerait évaluer de manière qualitative maintenant le plan et pas que quantitative. On a fait tant PNDS, on a fait tant de TP, évidemment la quantité est importante, mais derrière, comment on a pu améliorer vraiment la qualité de vie du patient et de ses proches. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'évaluation du 3e plan. Et il y a un rapport d'activité, et d'ailleurs je salue le travail de Clémence, qui est notre alternante encore pendant une semaine, qui fait un beau travail sur les rapports d'activité sur les filières, et il est disponible en ligne. Vous avez le lien quand vous aurez les diapos, vous pourrez le retrouver. On a aussi maintenant sur tout le territoire national et même outre-mer des plateformes d'expertise maladies rares. Ce n'était pas encore le cas il y a 2 ans, il y avait encore des trous dans le territoire national. Ces plateformes, elles créent du lien avec les acteurs, vraiment de proximité justement, le lien avec les assos, le lien avec les établissements médico-sociaux. Il y a un appui administratif aussi au centre.
aux centres labellisés, c'est-à-dire les centres de référence, mais aussi aux centres de compétences qui ne sont pas directement financés par nous, mais les plateformes les aident justement à remplir les campagnes Pyramide, à remplir Bamara, en mettant à disposition des arcs et des techs, du recrutement. Donc voilà, il y a vraiment un appui aussi, et certainement de ces plateformes, dans le cadre de la labellisation, elle va avoir un rôle important, je pense, pour aider les centres à répondre à la labellisation. Puis le troisième un peu objectif de ces plateformes, c'était de soutenir toute l'activité logistique et puis évidemment les actions, je le disais, dans Bamara. Donc vous voyez là, c'est juste pour vous montrer une carte de France, et on n'a pas mis l'outre-mer, mais il y a 4 plateformes d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, sur lesquelles il y avait déjà des plateformes de coordination, et celles qui sont en rouge, c'est les nouvelles. Et donc il y en a notamment une qui a vu le jour à Paris Nord, là où est hébergée la filière Marie. Donc voilà, c'est assez récent, et quand les plateformes prennent de l'ampleur, elles peuvent vraiment aider. Le rôle des associations, il est vital, il va être crucial aussi dans la relabellisation, déjà pour informer les familles, et puis pour les former dans tous leurs droits, dans tous leurs choix thérapeutiques, les choix de vie. Dans la récolte d'informations, effectivement, on avait la restitution de l'enquête. Donc là, nous, c'est aussi très important qu'on ait ce retour d'enquête, même pour évaluer le PNDS, quand je disais qualitativement, ou les ETP. On voit qu'il s'était partagé sur l'éducation thérapeutique des patients, les participations au comité d'éthique. Et puis, il y a un soutien financier qui est majeur et qui est évidemment important, et qui participe aussi au projet de recherche, à la création de bases de données, aux essais cliniques notamment. Là, c'est pour vous présenter, je ne sais pas si la slide est très lisible, on a essayé de faire ressortir la deadline pour rendre le dossier de labellisation. Ce sera le 13 octobre 2022. Donc vous voyez, ça arrive relativement vite. Il y aura des travaux d'été certainement par tous les centres, et il y aura un gros travail évidemment à la rentrée sur ce rendu et ce retour de l'appel à projet. Et je vais vous détailler après vraiment le cœur de ce qu'il en est sur cette labellisation. On est assez fiers, on peut le dire quand même, parce qu'il n'y avait pas de texte juridique sur lesquels reposaient, en tout cas dans le Code de la santé publique, les centres et les filières. Et on s'est battu, il faut le dire, avec Anne-Sophie pour que ce soit reconnu. Et on a eu un décret le jour du remaniement, donc c'est un des derniers décrets signés par le Premier ministre Jean Castex, le 16 mai 2022, qui reconnaît, entre guillemets, les missions des centres maladies rares et des filières. Les filières n'existaient absolument pas dans aucun texte juridique, donc ça, maintenant, c'est inscrit dans le dur, donc c'est quand même très important. Et la labellisation va s'appuyer sur ce décret. Alors, comment on a conçu l'appel à projet? On a voulu vraiment que ce soit très collaboratif. On a un comité de suivi de labellisation qui existe et qui se réunit en fait 2 fois par an. Là, on l'a réuni tous les midis, toutes les semaines, pour élaborer cet appel à projet. On est reparti de celui d'il y a 5 ans, et puis on a vu qu'est-ce qu'on devait changer, qu'est-ce qu'on devait améliorer. Ça a été validé, je vous le disais, par la DGOS, donc côté ministère de la Santé, et par la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation. Ce décret, je vous en ai parlé, et le dépôt, donc ce sera toujours un fichier Excel à remplir, mais la différence d'il y a 5 ans, c'est qu'il y a des gens qui venaient avec des clés USB au ministère pour nous le déposer, donc c'était voilà, on s'est dit que c'était quand même pas très pratique, ou qu'ils nous l'envoyaient par mail, on le recevait pas parce que la pièce était trop lourde, donc le dépôt se fera en ligne, et vous avez là le lien qui est pas encore actif, mais qui sera le lien pour le déposer, et on mettra sur ce site un document d'accompagnement qu'on a élaboré avec la BNDMR, et une foire aux questions que d'ailleurs je vous ai mis en annexe de ce document. Donc juste sur le cœur vraiment des critères de labellisation, je passe assez vite, et à la rigueur on échangera, je pense que ce sera plus intéressant de répondre à vos questions. Juste un rappel, effectivement, un CRMR c'est forcément rattaché à un seul établissement de santé. Vous avez la justification derrière, parce qu'on finance des établissements et non des réseaux de soins. Et puis il y a une question d'équité et même des raisons techniques, puisque effectivement Bamara et le responsable de données est forcément dans un seul établissement. Un CRMR a obligatoirement une activité clinique, on le rappelle, mais ça va mieux en le disant, donc ça ne peut pas être porté directement, en tout cas par un laboratoire ou un plateau, notamment d'imagerie. On nous a reposé la question, donc ça peut s'appuyer, mais ça ne peut pas être porté. Il faut qu'il y ait une activité clinique et notamment des consultations, vous verrez dans les critères. Le responsable médical, il est soit PUPH, soit MCUPH, soit praticien hospitalier, et on a mis titulaire et à temps plein. Le nouveau statut, effectivement, c'est temps plein, donc c'est quand même important qu'on ait un de ces statuts pour le coordonner. Chaque exception à ce statut devra être dûment justifiée, en tout cas dans le dossier de labellisation, en fonction du contexte peut-être local. Et s'il y a changement pendant les 5 ans et que c'est déjà connu, parce qu'il y a des changements qui interviennent, c'est pour ça qu'on a un comité de suivi de la labellisation, il faudra le signaler dans le dossier, parce qu'il peut y avoir évidemment des départs à la retraite ou d'autres départs. Mais en tout cas, si c'est prévu, ça donnera de la valeur au dossier de le prévoir. Et au sein d'une même filière, un responsable médical ne peut coordonner évidemment qu'un seul CRMR coordonnateur.
Et puis, on a demandé à la direction de chaque établissement, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, de nous préciser les effectifs, qu'ils soient médicaux et paramédicaux, qui étaient affectés au centre pour l'année 2021. On leur demande les frais de structure qu'ils appliquent dans leur établissement pour cette MIG qu'on leur délègue. Et puis, on fait connaître un texte qui est encore un peu méconnu, qui s'appelle la gradation des prises en charge ambulatoires et des moyens mobilisés autour du patient. Ça, pour le coup, c'est vraiment gagnant-gagnant avec les établissements et les équipes médicales, puisqu'il y a une valorisation financière. Les maladies rares, c'est souvent multi-consultations. Donc, effectivement, d'avoir des hôpitaux de jour de plus en plus sur les maladies rares, il y a ce nouveau texte et on a mis le lien quand vous cliquez sur ce texte. Pour l'organisation des centres, comment on justifie qu'il y ait des centres constitutifs? Ça ne change pas par rapport à il y a 5 ans. Il y avait 3 motifs, c'est toujours les mêmes. Et donc, ça doit être justifié par un des motifs. Soit c'est une complémentarité par rapport au CRMR, soit le deuxième motif, c'est parce que c'est un centre adulte et le centre constitutif apporte une valence pédiatrique ou inversement. Et le troisième motif, soit effectivement le centre constitutif a les mêmes activités d'expertise, de recours, de recherche ou de formation, mais la prévalence ou la diversité, l'importance des maladies rares concernées par le centre légitime une existence d'un ou de plusieurs centres constitutifs, et notamment l'aspect territorial du maillage territorial dans les centres. Donc voilà, c'est les 3 motifs qui justifient la création de centres constitutifs. C'est important notamment pour des centres de compétences qui aimeraient candidater. Les seuils, alors voilà, quand il y a un petit astérix, c'est vraiment que c'est des seuils obligatoires, entre guillemets. Ils n'ont pas changé non plus par rapport à il y a 5 ans. Donc ça, c'est exactement les mêmes seuils. Vous voyez, pour un coordonnateur, c'est 150 de files actives et 300 de consultations en y ajoutant les hôpitaux de jour. Pour les centres constitutifs, c'est 75 de files actives et 150 pour les consultations et les hôpitaux de jour. Et pour un centre de compétences, c'est uniquement sur la file active de 25. Alors je dis tout de suite, effectivement, notamment pour les centres de compétences, dans le dossier de labellisation, on restera sur du déclaratif. Ceci dit, on pourra quand même aller voir, nous, dans Bamara, et la BNDMR peut vous aider à remplir le dossier de labellisation. Donc voilà, donc effectivement, dans le dossier, ce sera encore du déclaratif. Mais si vous voulez être constitutif ou coordonnateur, là, pour le coup, pour le financement, en 2023, on sera sur de l'automaticité de Bamara qui se déversera dans le pyramide qui permet le financement. On pourra y revenir si vous avez des questions. Sur les missions de recherche, qui est la deuxième mission, il y en a 5 missions. Donc là aussi, il y a des seuils. Je passe assez vite. On prend évidemment les points SIGAPS, notamment dans le financement. Donc c'est important que ce soit bien rempli. Là, les seuils pour la recherche, vous les voyez là. Ils ont un tout petit peu bougé par rapport à il y a 5 ans. Donc ce qu'on demande, c'est entre 2017 et 2022, le CRMR qui est coordonnateur, il doit comptabiliser au moins 3 publications, donc en lien avec les maladies rares. Donc avec un membre de l'équipe, c'est pas forcément le responsable du centre, ça c'est aussi important de le retenir. Donc c'est en premier ou en dernier auteur et il doit être investigateur principal pour au minimum 2 projets de recherche financés. Pour les constits, c'est 2 publications et minimum investigateur principal, donc en PI, pour 1 projet de recherche financé. Voilà pour la mission recherche. Pour la mission d'expertise, donc le jury sera sensible évidemment pour l'élaboration qui a été faite au cours des 5 années sur les PNDS, l'implication dans les groupes de travail, qu'ils soient nationaux, européens, internationaux et dont les ERN, et puis le recueil épidémiologique dans la BNDMR, c'est depuis l'instruction de 2018, c'est obligatoire pour chaque centre, qu'il soit centre de référence ou centre de compétences. Donc il y a vraiment un engagement à compléter la base de données qui est maintenant nationale. 4e mission, elle est liée à l'enseignement, à la formation, très important évidemment. Dans le cadre donc on valorisera même dans le futur modèle financier en 2023 le fait d'avoir mis en place des DU et des DIU. Voilà. Et puis évidemment, on demande dans le dossier de labellisation de nous parler des formations qui sont universitaires, européennes. Donc voilà, donc une 4e mission importante. Et la dernière, c'est la mission de coordination. La mission de coordination, elle est valorisée par des projets. On avait vraiment voulu axer sur quel est le projet du centre, notamment coordonnateur vraiment en mode projet, vraiment pour l'animation du réseau, du maillage territorial, l'organisation avec les autres acteurs, le médico-social, et puis évidemment le lien avec la filière, l'implication des centres dans l'activité de la filière. Donc voilà, et last but not least, évidemment, on demande pour chaque centre des candidatures qui intègrent des documents qui illustrent la collaboration avec les associations de patients. Donc là, c'est vraiment aussi obligatoire pour les centres de référence et on le demande si possible pour les centres de compétences. Voilà. Ça, c'était pour les missions.
Sur l'arrêté, je vous l'ai mis là, mais je ne le détaille pas, mais vous voyez que, comme on est très fiers, on l'a quand même mis dans notre, dans notre diapo. Donc vous voyez, signé par Jean Castex et les deux ministres de l'époque. Donc ça, vous pourrez le retrouver évidemment en ligne. Et puis, la dernière étape, c'est le dépôt des dossiers. Donc, on a voulu aussi, par rapport à il y a 5 ans, même si les filières existaient, dire que l'avis des filières était pris en compte. Donc on demande un avis vraiment motivé, concerté, en amont de la labellisation par les filières. Donc ça, évidemment, la filière aura son mot à dire sur les candidatures et les éventuelles nouvelles candidatures. Sur le fait du dépôt, ça c'est un petit rappel, c'est pareil qu'il y a 5 ans. Le dépôt se fera en ligne, ça c'est nouveau, mais il se fera par l'établissement porteur du centre coordonnateur. Donc c'est pas chaque centre qui dépose, c'est vraiment le centre coordonnateur qui dépose son dossier pour l'ensemble du centre de référence qu'il pilote. Donc d'où le fichier Excel à partager avec l'ensemble des centres. Et après c'est l'établissement qui porte le centre de référence qui le dépose. Voilà, c'est un petit rappel, mais c'est quand même important et ça sera précisé sur la plateforme. On demande aussi l'avis, l'implication donc du responsable évidemment médical, du directeur de l'établissement. On a rajouté, parce qu'on s'est rendu compte que parfois les maladies rares, elles sont connues au sein des établissements, mais c'est quand même assez variable selon un établissement à un autre. Donc on a voulu quand même aussi impliquer la communauté médicale de l'établissement en question. Donc ça va être présenté aussi au président de la communauté médicale d'établissement, le chef de pôle et le chef de service dans lequel le centre est hébergé. Et puis on demande, je vous l'ai dit, l'avis, un courrier des associations de patients. La deadline, c'est toujours le 13 octobre et c'est toujours le même lien pour le déposer. Après, qu'est-ce qui va se passer après le 13 octobre ? Après le 13 octobre, il va y avoir un trio d'experts par filière. Donc, on a demandé à chaque filière de nous faire remonter un expert clinicien. Donc, ça, c'est proposé par chacune des filières. Donc, ça, c'est le premier du trio. Il y a un deuxième expert qui sera plutôt chercheur ou enseignant-chercheur. Et là, c'est le ministère de la Recherche qui propose. Chaque filière aura le sien. Et le troisième, c'est plutôt des référents dans l'organisation des parcours de soins. Et là, c'est nous qui les désignons côté ministère de la Santé. Donc ça, c'est pareil. Il y a 5 ans, ça existait. Il y a un trio d'experts qui se réunit entre octobre et décembre pour étudier tous les dossiers finement. Et il y a un jury en janvier, un jury plénier de 10 personnes. On vous a mis là la composition, non pas encore nominative, parce qu'elle n'est pas encore arrêtée. Mais voilà, il y aura 10 membres avec un président, un vice-président, un représentant des directions, des ARS, un doyen de faculté de médecine, un membre du Haut Conseil de la Santé publique, un membre du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, un représentant d'association et 2 animateurs de filière. Voilà, donc ça, ce sera en janvier. Et la décision de labellisation, elle vaudra toujours pour 5 ans. Et s'il y a des changements, c'est le CSL, le comité de suivi de la labellisation, qui les fera en cours de labellisation. Donc voilà, pour finir, je suis passé assez vite, mais évidemment, on va laisser la place aux questions. Sur l'évaluation du plan, on a déjà signé un courrier, on a déjà saisi le Haut Conseil de la Santé publique et le Haut Conseil de la Recherche. Voilà, vraiment, l'objectif, c'était de laisser personne de côté et de mettre le malade au cœur vraiment du plan maladie rare. Donc voilà, en termes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et d'équité, et notamment d'équité territoriale. Et puis pour ouvrir, même si on ne peut pas annoncer parce qu'on n'a pas encore de ministre et on n'a pas encore d'arbitrage, mais voilà, j'ai encore mis un point d'interrogation, la mise en place d'un futur 4e plan. On a déjà identifié, nous, des enjeux à travers les échanges qu'on a avec vous, avec l'ensemble des acteurs. Évidemment, dans le 4e plan, il y aura un enjeu crucial sur l'articulation ville-hôpital, le lien avec les médecins traitants notamment, mais avec l'ensemble du réseau de villes et hors hospitalier. Toujours l'articulation avec les territoires et avec l'Europe. Évidemment, à l'échelle européenne, c'est crucial. Donc, les RCP, les enjeux de partage, et puis de garantir un accès équitable, notamment aussi pour les maladies ultra rares. L'échelle européenne a vraiment, vraiment tout son sens, pas que pour les maladies ultra rares, mais évidemment, c'est important. 3e objectif, c'est le renforcement de l'acte diagnostique. Alors, on a eu un petit avant-goût en présentant les données d'Oragène et de Sequoia tout à l'heure, mais c'est vrai que le lien avec le plan France Médecine Génomique, il est très articulé. Le plan avait permis de financer des assistants de prescription qui ont été repris par le PFMG. Donc il va y avoir de plus en plus d'assistants de prescription qui vont être appelés d'ailleurs chargés de parcours génomique. Donc voilà, vraiment très important ce lien avec la génomique. Et puis enfin, l'accès à de nouveaux traitements et à l'innovation. Il y a énormément de traitements innovants qui voient le jour. Donc évidemment, ça va être un enjeu du 4e plan et l'enjeu toujours de la collecte de données, et notamment la collecte de données en vie réelle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je suis à disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Et en plus de ça, merci, on a le temps d'échanger. On a une demi-heure pour échanger, donc là, voilà. Merci beaucoup. J'avais 2 questions. Une petite qui va être simple. Là, vous avez dit qu'il faut que ce soit une seule personne pour coordonner un centre de maladies rares. Moi, j'avais compris que ça pouvait être une seule personne aussi pour un centre constitutif. Donc, c'est une seule personne dans les 2 cas. C'est-à-dire qu'un médecin PH plein temps, par exemple, ne peut pas être responsable de site au sein d'un établissement pour 2 centres maladies rares. Alors, je pense que tout le monde a entendu la question. Je ne répète pas quand c'est les questions. Ah, je la répète quand même en ligne. Donc la question, c'est de savoir si pour les centres qui ne sont pas uniquement les centres coordonnateurs, les centres notamment constitutifs, il y a un seul responsable. La réponse, elle est oui. C'est un seul responsable par centre, et notamment il y en a un centre coordonnateur et un par centre constitutif. Et au sein d'une même filière, on ne peut pas être sur... pour les centres coordonnateurs, il ne peut pas coordonner au sein d'une même filière 2 centres coordonnateurs. En revanche, il peut l'être dans un autre centre qui serait constitutif. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, la question, c'est... Est-ce qu'un médecin peut être responsable de 2 centres constitutifs d'une même filière? Parce que jusqu'à maintenant, c'était le cas. Et moi j'avais compris via la PHP qu'on ne pouvait plus être responsable d'un site. Alors dans le texte, rien ne l'interdit formellement, sur les centres constitutifs en tout cas. Ouais, sur les centres constitutifs. Vous pensez que c'est une subtilité à PHP, c'est ça? Qui souvent rajoute un peu de complexité sur le reste? C'est possible, hein, c'est possible. Non, il y a des particularités à l'AP qu'on découvre encore aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le texte, rien n'empêche d'être responsable de centres constitutifs au sein d'une même filière. Il y a des tas d'exemples, si vous voulez. Les médecins maladies rares, surtout dans notre filière, par exemple, souvent, ils sont impliqués dans plusieurs maladies rares. Il n'y a pas des tonnes de médecins impliqués. Et donc, ils peuvent être responsables d'un site, puis d'un autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point important. Et, alors, une deuxième et ça existe déjà. Hein, donc, oui, ça existe, justement, mais on voulait voir s'il y avait un changement ou pas. Bien sûr. C'est pas interdit dans le texte, donc voilà. Et le deuxième point, c'est pour le PNR2, on a eu l'impression qu'il y avait quand même une demande ou un effort pour réduire le nombre de centres. Est-ce que vous avez des idées là, comment ça va se passer? Alors, je répète la question. Donc la question, c'est... lors du PNMR2, on avait un nombre de centres. Alors je suis pas sûr qu'il y avait un enjeu de réduire le nombre de centres, parce qu'au contraire, il a plutôt augmenté avec le PNMR3. En tout cas, nous, le message qu'on fait passer, et on a des entretiens en ce moment avec chacune des filières, c'est reconnaître l'expertise. Nous, déjà, on n'est pas le jury côté des GOS. Il n'y a aucune limitation en termes de centres techniquement. Donc, ça veut dire que s'il y a des centres de compétences qui ont toute la légitimité et qui remplissent les critères pour être centre constitutif, évidemment, il n'y a pas de sujet. On a même dans certaines filières de nouveaux réseaux, parce qu'il y a des maladies rares qui n'étaient pas identifiées il y a 5 ans et qui sont maintenant et qui vont se constituer en réseau. Donc, même pour la visibilité, il y a même de nouveaux CRMR qui vont voir le jour. Donc non, il n'y a pas d'idée de diminuer. Et dans tous les entretiens qu'on a avec les filières, alors ça ne va pas être une explosion des centres, parce que ça n'aurait pas non plus de sens, je pense. Mais voilà, il y a quand même à la marge des centres constitutifs, enfin des centres de compétences qui vont devenir centres constitutifs. En tout cas, nous, le message, c'est pas du tout de dire il en faut moins, il en faut plus. C'est reconnaître l'expertise des centres. Et s'il y a des centres qui doivent passer constitutifs, enfin voilà, qui ont toute la légitimité et qui remplissent les critères, enfin voilà, il faut candidater. Et voilà, d'où l'importance aussi que les filières puissent nous faire remonter ça. Et on le fait déjà avec les entretiens qu'on a avec les filières dès maintenant. Et évidemment, on le refera à la rentrée. Michel, Marc, Bernard et Jean. Mais je voulais d'abord vous remercier parce que votre topo, votre présentation était hyper claire et dynamique. Donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai peut-être pas été assez concentré, mais pour des centres de compétences qui voudraient postuler pour centre constitutif, est-ce qu'il y a une limite, on va dire, en nombre sur le plan territorial? C'est-à-dire, je sais pas, prenons une région, peu importe laquelle, il y a déjà 1 ou 2 centres constitutifs. J'imagine que vous n'allez pas en octroyer 4 dans une même région. Est-ce qu'il y a un quota ou pas? Disons que si la justification est territoriale, effectivement, le maillage territorial, imaginons qu'il y en ait 2 ou 3 à l'ouest, le jury va se dire que ça n'a pas forcément de sens. Après, ça peut être justifié pour une autre raison que territoriale. Encore une fois, il y a 2 autres motifs qui peuvent être justifiés, soit la valence pédiatrique ou adulte en fonction, soit parce qu'il apporte une complémentarité d'expertise qui ne serait pas pris en charge par le centre coordonnateur. Donc,
techniquement, on bride pas le nombre sur un territoire. Voilà. Mais si vraiment le motif est territorial, effectivement, le jury va regarder quand même la cohérence territoriale d'un CRMR et de ses centres constitutifs. D'accord, donc ça sera vraiment au jury de statuer au cas par cas. J'avais une deuxième question. Alors, Bamara, oui, c'est toujours un peu ce qui revient, notamment pour les centres de compétences. Pourquoi on doit rentrer les patients dans Bamara? On n'a pas de, entre guillemets, de retour sur le temps passé. Donc, on peut comprendre que Bamara, ça soit important pour que le ministère ait quand même une visibilité, qu'on soit plus purement du déclaratif quand il y a 160 millions en jeu, savoir si les gens font vraiment ce qu'ils disent qu'ils font et qu'il y ait une traçabilité. Pour des centres de compétences, c'est plus discutable. Donc, une des questions, sans être dans la parano, hein, mais que je vous pose vraiment directement et en toute transparence, c'est est-ce qu'il y a des velléités de aussi, comment dirais-je, pouvoir proposer ce type de données à des industriels qui voudraient développer des médicaments dans des maladies rares et qui auraient besoin de savoir si en France il y a 50 malades ou 10 500. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont prévues dans Bamara ou pas et qui expliqueraient qu'on demande aussi à des centres de compétences de savoir s'ils ont 25 malades ou 45? Donc la question porte sur Bamara et sur l'importance de le remplir, et notamment pour les centres de compétences, ou la difficulté parfois de le remplir pour les centres de compétences. C'est pas important que pour le ministère de la Santé, Bamara. Je pense que vraiment, l'enjeu, il est d'abord le recueil épidémiologique. C'est quand même ça, c'est pas uniquement qu'un enjeu entre guillemets qui va nous permettre, nous, derrière, de faire le financement. Enfin, je le rappelle parce que c'est quand même important. Effectivement, c'est quand même la base de données nationale, elle s'est constituée. Il y avait des bases qui existaient avant. Donc, c'est ce qui peut expliquer parfois la difficulté, effectivement, d'amorçage à se mettre dans Bamara. Donc voilà, ça, je permets de le dire parce que effectivement, c'est important. C'est d'abord pour le recueil épidémiologique. Et justement, je me permets de rebondir. Derrière, oui, ça pourra certainement servir pour des études. Enfin, ça sert déjà pour des études. Donc la BNDMR est très ouverte à ce genre de questions. Il va y avoir le set de données minimales sur le traitement lié à la BNDMR. Donc, oui, donc derrière, ça va être aussi quelque chose que la banque prend en compte. Donc c'est quand même très important et le lien avec les industriels derrière pourra se faire. Il y a vraiment un set de données minimales maintenant dans Bamara. Donc ça, c'est quand même crucial. Après, sur la difficulté de remplir Bamara, je l'entends, notamment pour les centres de compétences. Je l'entends un petit peu moins quand même pour les centres coordonnateurs et constitutifs, et pour lesquels, là, il y a vraiment eu un financement direct qui leur est arrivé. Ceci dit, effectivement, donc on reste sur du déclaratif pour le dossier de labellisation, et pour les centres de compétences, on reste sur du déclaratif. Après, des centres de compétences qui aimeraient passer constitutif, là, pour le coup, s'ils remplissent peu ou... Voilà, Bamara, ça va quand même être, ça va être regardé et ça peut poser quand même question. Ceci dit, on peut prévoir un accompagnement quand ils seront constitutifs. Et troisième chose, les filières et les plateformes ont et aident déjà aussi les centres de compétences en mutualisant des arcs et des techs pour aider à leur remplissage de Bamara. Donc il y a des choses qui se font quand même pour aider à Bamara. Donc ça a vraiment pris de l'ampleur, et d'ailleurs je remercie toutes les équipes qui s'y mettent ou qui s'y ont mis. Alors juste, moi, deux points de clarté. La première chose, Marie a certes un esprit un peu révolutionnaire, même si c'est pour moi un peu compliqué, mais bon, c'est en tout cas pour les compétences. Constitutif, référence, il n'y a aucun problème. Bamara est rempli, là, on n'a pas de souci. C'est juste les compétences qui ne sont pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, Marc soulève un point important, parce que je suis aussi dans le conseil scientifique de la BNDMR, et ça, on a alerté Anne-Sophie aussi, et tout le monde, je pense que quand il y a la consultation d'industriels, ce qui est prévu, il faut absolument que non seulement le coordonnateur de la filière soit au courant, mais aussi le centre de référence impliqué. Et ça, on l'a vu avec le PTI, par exemple, où j'étais revenu vers Bertrand. Donc ça, c'est fondamental. Et puis ensuite, je laisse peut-être, pardonne-moi Bernard, je vais laisser le micro à Jean, parce que là, je sens bouillir au fond de la salle, et je crois qu'il va commenter. Mais à visée épidémiologique, je pense que le mot va bien. C'est plus qui risque de poser problème. Deux remarques. La première sur le dépôt du dossier, ça ne me fait pas de souci. J'ai aucune remarque là-dessus. Il est temps de refaire un dossier administrativement, c'est logique. C'est vrai qu'il y a un temps peut-être d'évaluation du PMR 3 qui est à venir. Et est-ce qu'il est j'ai une question pour vous, c'est est-ce qu'il est prévu de nous associer à cette évaluation du PMR 3 sur deux aspects. Il y a alors clairement un aspect financier. Alors, je ne sais pas l'état de chaque centre, mais je suis dans un hôpital parisien
Et je sais que la transparence n'est pas le maître mot de ma direction financière. Ils ont un principe, ils ont besoin d'argent, ils en prennent sur les maladies rares. On a à peu près 50% du budget qui nous est attribué dans la MIGAC. Est-ce que ça, c'est réévalué? Ça peut être réévalué dans le PMR3 ou dans l'évaluation du PMR3 sur simplement le fait que les responsables de centres de référence soient informés des budgets qui soient attribués en temps réel. Parce que notre direction a la gentillesse de nous prévenir un an après, et donc c'est bien entendu un moment où on ne peut plus décider des budgets. Ça, c'est une première question sur l'évaluation financière. La deuxième question, c'est sur, effectivement, Bamara. On est au garde à vous et on dit, OK, comme centre constitutif, comme centre coordinateur, on remplit Bamara, on le remplit à la PHP par Orbis. C'est très bien. Mais ça, c'est une chose de remplir Bamara, c'est une autre chose d'attendre de Bamara des données épidémiologiques, dans le sens où l'épidémiologie doit avoir une couverture nationale, et on sait que Bamara ne peut pas avoir une couverture nationale. Elle fonctionne à travers des centres de référence, et on sait aussi qu'il y a un enjeu économique, administrativo-économique dans Bamara, c'est-à-dire que notre activité, que ce soit pour des authentiques maladies rares ou pour des maladies, des patients qui viennent nous voir et qui sont expertisés par nous, doivent être mis dans la base. Et ma consigne pour moi, et je pense que pour tous les autres centres comme coordinateur, c'est de dire il faut rentrer toute l'activité qu'on a. Et quel que soit le diagnostic, et on va mettre qu'un seul diagnostic parce que c'est plus simple. Mais si on veut faire de l'épidémio, on a d'autres outils qui s'appellent des registres, qui s'appellent des cohortes. Et ce gap entre Bamara, outil qui est utile pour l'administration, pour évaluer l'activité des centres maladies rares, et Bamara, outil épidémiologique, il y a un gap. Et ça, est-ce que dans le PMR3, il y a un moment où on pourra discuter franchement de ça? Parce que côté centre de référence, je pense qu'on a besoin de données épidémiologiques nationales la plupart du temps, et pas uniquement de centres de compétences ou de centres coordinateurs. On a besoin vraiment de données réelles, et je pense qu'il y a beaucoup de centres qui se sont dotés de registres, et en particulier dans la filière, on est presque, je pense qu'il y a 12, sur 12 centres, il y a 6 registres, et ça, le lien entre registre et Bamara, pour l'instant, il n'a pas été fait, Ok, merci pour vos deux questions. Alors là, je vais répondre d'abord à la première question sur l'évaluation financière. Je suis sans doute passé un petit peu vite, mais ça me permet d'y revenir. Ce qu'on ne faisait pas il y a 5 ans dans le dossier déjà de labellisation, donc là, tout de suite, c'est qu'on demande à chaque direction de nous indiquer les effectifs médicaux, paramédicaux qui sont affectés au centre. On ne le demandait pas clairement il y a 5 ans. On le demande des frais de structure, parce que vous savez que les établissements qui hébergent des centres appliquent des frais de gestion, des frais de structure. Donc on leur demande de nous indiquer le pourcentage qui est appliqué à notre financement, donc ce qu'on leur verse. Donc ça aussi, on aura, nous, une vue. Quand vous parlez d'évaluation, nous, on aura une vue ministère sur le pourcentage qui est pris, la variété de pourcentage qui est pris selon les établissements. Et troisième chose, effectivement, quand vous disiez l'information ne parvient pas à nous, vous n'êtes pas le premier à nous dire où ça nous parvient tardivement. Ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est qu'on fait des courriers de notification aux établissements. On est les seuls MIG à le faire, côté ministère, je le dis. C'est-à-dire qu'on dit très clairement, ligne par ligne, centre par centre, et aux établissements, donc aux directions et aux directions financières, quel est le montant qui doit être affecté à chaque centre. Et on leur dit, en plus, noir sur blanc, cet argent doit être reversé aux équipes et aux centres. Voilà. Donc ça, on fait avec des courriers que reçoivent les directions hospitalières. Donc ça, c'est vraiment détaillé. Et même pour eux, c'est mieux parce qu'ils ont un suivi vraiment plus fin. Donc théoriquement, vous êtes en droit de le demander bien plus tôt qu'un an après le versement de la MIG, puisqu'ils ont eu ces courriers de notification là il y a quelques semaines. Donc ils les ont, et côté APHP, y compris, même si parfois l'information entre le siège et les GHU met du temps à revenir aux oreilles des équipes. Bon bref, ça c'est une réalité de terrain que je connais. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que nous, côté, on est très transparent, c'est-à-dire qu'on fait des courriers de notification ligne par ligne, centre par centre. Donc dans l'évaluation qu'on fera, le dossier de labellisation, d'où l'importance de bien le remplir, évidemment, d'un côté médical, mais aussi d'un côté administratif, pour qu'on ait cette vue et qu'on puisse derrière nous évaluer, entre guillemets, financièrement, ou quelle est la part que les directions prennent sur les centres. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc je pense que ça répond à votre première question. Et évidemment, on associera, je crois que c'était aussi une partie de votre première question, on associera toutes les parties prenantes, comme on l'a toujours fait, et notamment dans l'évaluation complète du plan,
et sera vraiment de manière collaborative, comme on a fait l'appel à projet. Voilà. Et là, l'évaluation, elle sera beaucoup plus large parce qu'elle inclura beaucoup plus d'acteurs. Sur la deuxième partie de la question, donc c'est plutôt lié à Bamara et au recueil épidémiologique. Je dirais pas qu'il faut opposer, en tout cas, la Bamara, les registres, les cohortes, parce qu'elles existent. Effectivement, les registres et les cohortes, ils sont certainement, et vous avez raison, très complets et parfois beaucoup plus complets que ce qu'il y a dans la BNDMR. Ceci dit, voilà, quand vous disiez BNDMR, c'est pas national, ça a quand même vocation à couvrir l'ensemble des centres, y compris des centres de compétences. Donc l'enjeu de la BNDMR, c'est quand même de couvrir de manière assez large les données du patient. Mais effectivement, je dirais plutôt que c'est complémentaire des registres et des cohortes. En tout cas, ça ne doit pas être forcément opposé. En tout cas, la BNDMR et Arnaud Sandrin qui a repris la tête de la BNDMR récemment, il travaille vraiment finement pour que ce soit de plus en plus utilisé à des fins épidémiologiques. Mais effectivement, les registres et les cohortes existants sont certainement à l'heure actuelle bien plus utilisés et bien plus complets. Je partage, mais ceci dit, je pense que c'est quand même important que la BNDMR soit le plus complet aussi derrière pour qu'elle puisse être utilisée à des fins épidémiologiques. Et encore une fois, elle ne sert pas qu'à des fins administratives. Hein. C'est pas du tout la fin première de Bamara et de la BNDMR. Hein. C'est vraiment aussi l'enjeu épidémiologique qui est derrière. Mais je comprends ce que vous dites, tout à fait. Alors juste deux commentaires. Le premier, pour nous, on a 80% de nos centres de référence qui sont à la PHP. Donc simplement pour vous informer tous, on s'est permis avec Amélie d'informer l'AP par écrit qu'il était important que l'AP s'engage sur la transparence des budgets, en tout cas sur le fléchage des budgets. On l'a déjà dit, hein, c'est un mot qui a été envoyé, puisque évidemment la PHP se prépare à la labellisation. Et puis évidemment, la deuxième chose qu'on a pointée, c'est l'agilité de la PHP dans l'emploi des personnels, qui est une catastrophe. Donc voilà, donc ça, on l'a pointé par écrit à l'AP. Et puis un autre commentaire, c'est que dans l'activité, ce que je fais aussi de la greffe de moelle, dans cette activité, il y a le FAG, le forfait activité greffe, qui est versé par l'ABM. Alors, ce n'est pas la DGOS, c'est l'Agence de la biomédecine. Et en fait, la notification est aussi envoyée au chef de service. Et peut-être qu'à l'avenir, on pourrait imaginer, en tout cas dans le PNMR 4, ou qu'en effet, la notification à la direction financière soit aussi adressée directement au coordonnateur des centres. Alors, je vous rassure ou pas, hein, parce que le FAG, on ne le voit jamais. Donc là, c'est encore pire. Pourtant, on est aussi notifié. Mais peut-être que pour les maladies rares, où il y a quand même une volonté, ou en tout cas les patients sont beaucoup plus présents et très aidants pour essayer de faire en sorte qu'on ait ce budget, peut-être ça aiderait que les coordonnateurs de centre puissent être en copie. Tout à fait. On a déjà élargi notre liste de diffusion. On a mis les référents maladies rares. On a mis voilà. Mais effectivement, à chaque fois que on nous demande est-ce que vous pouvez nous transmettre le courrier de notification, en tout cas quand une filière nous la demande pour la rediffuser à ses centres. Enfin, nous c'est très transparent. On passe les courriers de notification dès qu'on nous le demande. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à me solliciter pour voir ce courrier de notification. Il existe, il est envoyé officiellement. Donc on peut très bien aussi vous le faire passer sans difficulté. On est très transparent et on a vraiment un enjeu, je pense, à renforcer la diffusion de ces notifications. Moi, c'était exactement le même genre de question. Déjà, je vous remercie pour la clarté parce que j'avais encore pas tout compris de façon aussi claire. Et donc Mais là, le problème, c'est le problème financier. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les frais de gestion ou les frais de ponction puissent avoir un chiffre précis et que nos directions administratives puissent pas aller au-delà? Et c'est vrai que je rejoins Régis, si on pouvait recevoir directement en tant que coordonnateur de centre, au moment où vous envoyez la notification, qu'on l'ait aussi, parce qu'en général, on n'est pas prévenu, on ne connaît pas la somme, on ne connaît pas exactement la ponction qui va nous être faite, et ça nous aiderait pour aller discuter ensuite avec les directions. Donc sur le pourcentage des frais de gestion, il y a eu, c'était en 2019, un rapport qui a été fait au Parlement notamment sur cette question-là. Donc on peut faire des recommandations de pourcentage. D'accord ? On ne peut pas imposer un pourcentage à des établissements, tout simplement parce qu'il y a une autonomie de gestion des établissements de santé, ce qui paraît aussi important et normal de préserver. Donc c'est vraiment dans la capacité du dialogue de gestion que les équipes aussi ont avec les directions hospitalières. On peut faire une recommandation de pourcentage qui semblerait acceptable. On ne peut pas imposer
un pourcentage de frais de gestion. Ça, je le dis parce qu'il y a quand même l'autonomie de gestion des établissements de santé, elle est importante à préserver. Donc ça, c'est une première remarque. Et d'ailleurs, on fait le tour, même avec les entretiens filières, sur le pourcentage qu'ils ont pris. Et nous, on a une très bonne visibilité déjà entre les établissements des pourcentages qui sont très variables, ceux d'un établissement à un autre. Donc voilà, et qui se justifient la plupart du temps quand même. Hein. Ce n'est pas non plus des frais délirants. Et sur les courriers de notification, oui, je partage. Je pense qu'effectivement, de diffuser plus largement, encore une fois, on peut vous le diffuser dès à présent si vous nous sollicitez, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à le demander aussi à votre direction. Enfin voilà, vous avez des référents maintenant, je pense quand même identifier maladies rares ou des référents financiers. Voilà, ils les ont ces courriers aussi. Donc, ce qui est le plus rapide pour vous, en tout cas, c'est soit de solliciter en interne, soit de nous solliciter soit de solliciter. On peut envoyer aussi aux filières. Je pense que dans la future notification, le plus simple, c'est qu'on envoie aux filières et puis derrière, ça peut être dispatché. Je pense que ça peut être une des pistes pour la prochaine notification qu'on fera. Oui, ben, en tout cas, voilà, je pense que nous, on va s'enquérir d'avoir ces notifications et de vous les faire à tous passer. Encore une fois, juste pour clarifier, parce qu'au moment du copil de la PHP, les directeurs nous ont expliqué qu'en effet, il fallait des frais de gestion pour payer le chauffage, etc. Il n'y a pas de problème, on est tout à fait d'accord. C'est normal qu'on participe à l'effort de guerre, mais pas à 70% de l'AMIG. C'est juste ça. Donc c'est un petit peu ça qui est compliqué. Donc je pense qu'en effet, si on a la notification avec les lignes budgétaires par centre, ça permettra à chacun au moins de savoir ce qui arrive, à défaut à eux, au moins à la direction financière. Bonjour, ma question concerne Bamara et les centres de compétences. J'ai bien compris que pour la nouvelle campagne de labellisation, les centres de compétences feront uniquement du déclaratif de leur file active et de leur activité. Mais en revanche, concernant les 4 ou 5 années à venir, est-ce qu'ils auront l'obligation de faire une déclaration d'activité dans Bamara, ou est-ce que ce sera à chaque rapport pyramide toujours du déclaratif? Alors, pour les centres de compétences et Bamara, l'obligation, elle existe déjà. D'accord. Non, mais je rappelle, parce qu'effectivement, ce n'est pas nouveau avec cette labellisation. Voilà. Dans l'appel à projet, pour la labellisation, pas de problème, ce sera du déclaratif. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on pourra vérifier quand même au cas par cas, parce que si on voit des files actives qui pourraient paraître à un jury complètement surprenantes, on va dire, ce qui serait rempli dans Bamara va être regardé quand même par un jury s'il y a des incohérences manifestes. Donc voilà, donc quand même, mais c'est juste pour vous dire que ce qui sera à remplir, c'est le centre qui déclare sa file active, il n'y a pas de sujet de déversement automatique des données. Vous avez posé une autre question, mais qui vaut plus pour les constitutifs et les coordonnateurs. En tout cas, pour les centres qu'on finance, effectivement, vous avez raison. Bamara, alors il y a peut-être des centres de compétences qui vont devenir constitutifs. Donc s'ils n'ont pas rempli Bamara pour les 2 années qui précèdent, on finance toujours, nous, à N-2. C'est-à-dire qu'on finance toujours sur la file active d'il y a 2 ans. On est toujours sur en fait, un décalage, évidemment, de ce qu'on remplit, puisqu'on verse l'argent en tout début d'année. Donc là, en revanche, effectivement, à partir de 2023, pas encore cette année, à partir de 2023, les données qui sont dans Bamara vont se déverser automatiquement dans Pyramide et ne seront plus modifiables. C'était déjà le cas, en fait. Il peut se déverser dans Pyramide, ce qu'il y avait voilà, et il y avait possibilité pour les centres de les modifier. À partir de 2023, on sera sur du non modifiable. Donc les données de Bamara feront foi pour les centres financés. En tout cas, nous, ils nous serviront de base pour le financement. Donc évidemment, on regarde le cas par cas. S'il y a un établissement qui a une difficulté sur Bamara ou s'il y a un centre qui a une difficulté particulière, dans la première année de transition, on va regarder. Et ça, avec les équipes de la BNDMR, on a déjà une vue qu'il y a des établissements qui ont soit un retard. Donc on regarde finement là où il y a eu un retard à l'allumage, si je puis dire, sur Bamara. Mais effectivement, vous avez raison, ça c'est important qu'on le rappelle. À partir de l'année prochaine, ce qui sera dans Bamara pour les centres financés, c'est ce qui fera froid, en tout cas pour les données d'activité. C'est vraiment pas modifiable. Ah. Oui. Ils ont l'obligation.
Ouais, mais pour les centres de compétences, même réponse, c'est-à-dire que il y a une obligation à remplir Bamara, donc il n'y a pas vraiment, et donc là quand même il y a eu 5 ans qui sont passés par là, donc il y a toujours cette obligation. Encore une fois, il peut y avoir du cas par cas parce qu'il peut y avoir des difficultés qui s'expliquent pour x, y raison. Mais cette obligation, elle existe déjà et évidemment, elle ne va pas disparaître, y compris pour les centres de compétences. Mais comme les centres de compétences ne sont pas financés, entre guillemets, voilà, il y a un sujet derrière ça. Mais il y a vraiment l'enjeu, c'est obligatoire. Enfin, il n'y a pas d'enjeu, entre guillemets, c'est obligatoire. Voilà. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro pour la question. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui. Bonjour. Oui, vous avez évoqué des plateformes qui pourraient aider justement à financer le remplissage pour les centres de compétences, parce que c'est vrai que c'est le vrai problème de pouvoir... et donc, vous disiez que Marie, il y avait une plateforme qui avait été montée et qu'on allait peut-être pouvoir avoir des financements prochainement. Alors, je vais répondre précisément à la question sur les plateformes d'expertise maladies rares. Effectivement, il y en a sur maintenant l'ensemble du territoire national. Il y en a une qui est hébergée sur le GHU Nord, qui couvre d'ailleurs Nord et même le Grand Nord de Paris, si je puis dire, parce qu'il y a aussi Avicenne qui est dedans. Donc voilà, c'est une plateforme qui est nouvelle d'il y a 2 ans maintenant et qui peut aider, notamment là où il y a des centres hébergés, où les filières sont hébergées, peut aider d'un point de vue, notamment sur les recrutements. L'exemple on a 2 exemples à Paris qui a vraiment montré et qui a porté tous ses fruits. C'était Paris-Saclay qui avait fait ça, c'était Bicêtre, pour leur rendre hommage, qui avait fait ça, qui avait lancé avant l'appel à projet des plateformes. Et voilà, ils ont permis de structurer, d'aider justement au remplissage d'Ambamara par cette plateforme d'expertise maladies rares. Donc effectivement, ils peuvent mettre à disposition, nous on les finance pendant 2 ans. Donc ils ont des financements assez conséquents. D'ailleurs, ils sont au plus haut côté Paris Nord parce que c'est en fonction du volume de centres que comptent les GHU, parce qu'il y en a deux GHU. Donc là, ils sont vraiment financés pendant 2 ans. Et là aussi, un taux de transparence à 300 000 €, vous voyez, chaque année. Donc il y a quand même un renforcement à ce niveau-là. Donc ils peuvent mettre à disposition aussi des moyens si c'est un enjeu pour les centres qui sont dans leur établissement. Il y a des plateformes maintenant dans chaque établissement, donc il n'y a vraiment pas de trou dans la raquette a priori, donc je ne sais pas où vous êtes. Et puis il y a la plateforme aussi qui existait et qui existe toujours, qui s'appelle maintenant Paris Centre, donc c'est celle qui est hébergée à Necker, là aussi qui a porté tous ses fruits. Voilà, elle fait Véronique Richard qui coordonne cette plateforme, elle fait aussi un travail en termes de recrutement. On parle d'agilité dans les recrutements. Enfin, cette plateforme, elles peuvent aider à ça. Parce que parfois, les recrutements, ils prennent du temps à venir. Ces plateformes, elles peuvent aider à accélérer les choses et à vous éviter un dialogue administratif. Et c'est les plateformes qui vont faire le dialogue avec la DRH, qui vont aider au recrutement. Donc, elles existent. Utilisez-les, entre guillemets, cette plateforme, parce qu'elles peuvent vous aider et pour le dossier de labellisation et pour le remplissage d'Ambamara et pour d'autres choses. Mais c'est important de le redire. Merci beaucoup. Dernière question de Claire. On va être obligé d'avancer. Merci. J'ai entendu que vous disiez que les plateformes étaient financées pour 2 ans par vous. Qu'est-ce qui se passe après les 2 ans ? Bonne question. Un PNMR 4 Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'engager pour la suite. C'est une très bonne question qu'on nous a déjà posée parce que les plateformes qui existaient déjà ont déjà été financées pendant 2 ans. Donc là, elles ont eu une petite rallonge en fin d'année dernière, mais elles n'ont pas de financement officiellement, dont les 2 que j'évoquais. Donc un des enjeux du PNMR 4, c'est de voir comment on peut maintenir ce financement des plateformes qui sont reconnues quand même comme ayant une plateforme, une valeur ajoutée. Donc c'est un des enjeux du PNMR 4 de continuer ce financement. Alors peut-être pas intégralement un financement ministériel, je le dis, parce que est-ce que ça a vocation à être financé uniquement par le ministère ? Mais voilà, on essaye de mouiller les ARS aussi sur le sujet et voir aussi la plateforme Paris-Saclay s'était montée toute seule sans nous et voilà, elle demandait au centre de mettre un petit peu quelques euros dans voilà. Donc on peut imaginer un financement mixte. En tout cas, l'enjeu c'est de continuer à les financer. Je le partage. Je ne peux pas vous dire encore parce qu'on n'a pas de 4e plan, mais on espère que ces plateformes, on pourra continuer, nous, d'y contribuer et de les soutenir, peut-être pas intégralement, mais en tout cas de les maintenir. Merci beaucoup. Donc pour nous, le GHU Nord, en fait, quelque chose d'extraordinaire à l'AP-HP. L'AP prend en charge le financement de notre chef de projet, de la plateforme. Incroyable. Par contre, pour les pistes après, évidemment, il y a un petit peu à chaque centre pour l'évaluation pour Bamara, si chacun peut contribuer. Et les ARS, je crois que c'est une piste qui pourrait être aussi pas mal. Donc voilà. Écoutez, on est obligé d'arrêter là les échanges. Un grand merci, parce que vraiment, votre topo était parfaitement clair, court. On a pu échanger grandement.
Donc vraiment merci. Et du coup, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à demander à Vincent. Et merci aussi à Clément, c'est vrai que qui est aussi très efficace. Et voilà. Donc merci à vous deux et puis à bientôt.